Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de Disruption protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Florence Durand-Tornard, déléguée générale de l'association Ville Internet, nous racontait les relations complexes entre les collectivités et les startups et appelait à une décélération et au retour du bon sens. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. À la fin de notre conversation, Florence évoquait sa visite de l'atelier Google de Rennes. J'ai réfléchi depuis que j'y suis allée parce que ça m'a traumatisée. Aujourd'hui, retour à Rennes donc, où j'ai rencontré Xavier Coadic. Xavier est tour à tour entrepreneur, chercheur, il travaille maintenant sur le biomimétisme. Je vous mets les liens vers ses projets dans la description de l'épisode. Xavier est aussi impliqué dans le monde associatif rennais et connaît bien les structures qui travaillent sur le sujet de la fameuse inclusion numérique, terme à la mode. J'ai commencé par lui demander comment l'arrivée des ateliers Google s'insérait dans l'existant. Bonne désinspiration. Bon, t'as commencé par parler d'inclusion. J'ai pas utilisé ce terme-là et j'y fais attention. Parce que depuis 2-3 ans, c'est devenu un terme packagé partout en France. Déjà parce qu'on parle de fracture numérique, d'exclusion. Bon, il y a une fracture sociale, je crois, réelle. La fracture numérique, si elle existe, peut-être qu'elle existe. Elle est plus liée à la fracture sociale, elle n'en est qu'une conséquence que ces choses-là. Donc parler d'inclusion, je trouve ça un peu too much pour utiliser les anglicismes que les gens du numérique digitalisé aiment beaucoup. Et comment Google s'insère dans cela de manière à la fois violente, massive, et à la fois douce et pernicieuse. Ça fait un bon teaser pour continuer dans les anglicismes. Google s'insère pas, Google est là depuis longtemps. Le moteur de recherche, enfin l'entreprise Google et tous les services, le courriel, le moteur de recherche, plein d'autres choses, le DNS public, pour rentrer dans la technique, Google était et est toujours sur les ordinateurs des écoles, des particuliers, des collectivités publiques, des entreprises privées. La grande différence, c'est que Google ouvre une boutique. Et je dirais pas atelier, je dirais bien boutique. Ils ont ouvert un store, comme aurait dit Apple il y a quelques années, en plein centre-ville, rue de la Monnaie pour l'anecdote, on pourra y revenir après parce que c'est complètement incroyable. C'est pour ça que je dis que c'est intelligent, pernicieux et que des fois c'est vraiment vicieux. Donc Google était là massivement, d'ailleurs souvent. Surtout ces dernières années, a de nombreuses fois été condamné pour position de monopole qui viole les lois antitrust à l'échelle nord-américaine, à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un problème avec cette entreprise, ne serait-ce que sur les règles économiques et financières et position de marché. Donc Google était là de manière massive et intrusive dans notre quotidien, parce que s'il fallait détailler, oui, Google, son métier, c'est de nous pomper plein de choses. Et pas que de la donnée, c'est nous pomper plein de choses. Et puis ensuite, Google fait un truc nouveau, c'est-à-dire qu'en France, il s'installe gentiment, de manière cosy, en ouvrant une boutique tout à fait charmante dans le centre historique et bourgeois de Rennes. Même l'annonce de ce truc-là a été faite de manière pleine de velours et de dorures de l'Élysée, puisque c'est le président Emmanuel Macron qui recevait en janvier 2018 des grandes stars apparemment du business et du numérique de l'Europe et de la planète. Et puis à la sortie de ces rencontres, il y a le président de Google France, si je dis pas de bêtises, qui annonce que Google va ouvrir des ateliers numériques, il appelle ça comme ça, partout en France, très rapidement, et notamment la première ville serait Rennes. Donc c'est comme ça, c'est arrivé, plein de velours et plein de velours de communicants politiques et de dorures de la République, avec des grands chiffres, parce que derrière, il faut marketer une annonce comme ça. C'est pour ça que je dis Google est intelligent, et les personnes qui travaillent avec Google, 100 000 personnes par an, enfin c'est énorme. Si Rennes intramuros atteint les 200 000 habitants, ce serait déjà pas mal. Peut-être qu'avec la métropole, on les dépasse. Enfin, c'est de la réalité, c'est complètement aberrant. J'ai entendu 8 000 finalement entre juillet et décembre. Oui. Alors déjà, il faudrait s'entendre, enfin pas s'entendre, faudrait, rien que ça demanderait au moins un mémoire de licence, à minima, pour bien montrer qu'il y a une différence entre formation et d'espèces de speed dating, pour revenir dans les anglicismes
qu'ils aiment tellement. Je vois pas comment en 40 minutes, avec 3 post-it et du langage complètement dévoyé, on peut appeler ça de la formation. Donc 8000 personnes en speed dating sur une année, c'est que dalle. Et pour revenir à ce que tu demandais sur Rennes, malheureusement, j'ai pas de chiffres sourcés, étayés, que ce soit journalistique ou universitaire, mais la réalité elle est bien plus grande. Il suffit juste de cumuler les écoles, les ateliers, enfin, un groupe de travail, je sais pas, du GIS Marsouin pourrait le faire assez facilement, ou de la FIG, de montrer qu'à Rennes, ça doit être à peu près ce qui se fait par trimestre quand on cumule tous les organisations actrices historiques du numérique rennais. Donc Google et ses chiffres... Quelle a été la réaction alors? Parce qu'on a vu à l'inauguration tous les élus locaux qui y étaient. Alors moi j'ai rencontré Florian Bachelier, le député de la circonscription, à ce sujet-là, qui m'avait paru, en tout cas dans l'entretien qu'on a eu, un peu plus peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus critique de ce qui se passait, en tout cas en en parlant avec lui. Comment est-ce que ça a été accueilli et comment tu as trouvé les discours des élus locaux de ce côté-là? Avant l'inauguration, quand même, comme je disais tout à l'heure, la négociation, l'annonce, ces choses-là se font fin janvier, début février 2018. Et puis c'est, alors à échelle locale, rassurons-nous, c'était pas comme gagner la Coupe du Monde de foot, mais il y a un emballement politico-médiatique, quoi. Il y a eu je sais pas combien de papiers, en général c'est des reprises de l'AFP, donc c'est les mêmes papiers avec le même titre, aspirateur à clic pour rester poli, Google, les ateliers numériques, Rennes, première ville en Europe, pas d'analyse, pas de recherche, de construction de critique. Et puis il y a le personnel politique, qui restent quand même des élus, mais qui s'emballent là-dessus. Ouais, chouette, Google, on va faire l'inclusion numérique, comme tu disais, 100 000 personnes par an, des chiffres délirants, des trucs, voilà. Donc l'inauguration officielle se fait en juin, et donc de février à juin, il y a toute une préparation. Je dirais pas que c'est de la guerre psychologique, mais en tout cas il y a une préparation bien marketée, bien travaillée avec un service com. Et ce service com, t'as raison de parler de Monsieur Bachelier, mais c'est pas le seul, qui a beaucoup été alimenté par des élus de tous bords politiques, du Parti Socialiste, de la République En Marche, des Républicains, et puis d'autres qu'on n'a pas beaucoup entendus, qui ne disent rien consent. Je ne sais pas quel était leur deal politique pour pas s'en prendre à leurs copains d'Alliance. Voilà. Mais ça a été beaucoup soutenu et relayé. Je parle même pas des associations French Tech, des acteurs historiques, historiques, ils sont pas si vieux que ça, mais dont on a l'habitude qu'ils aiment ce genre d'opportunités, comme ils disent. Donc il y a une vraie préparation avec, je pense, on essaye, même si on est un peu. Alors en réaction aussi, on a été quelques-uns et quelques-unes, pas très nombreuses, mais on l'a fait quand même, à se dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour plein de raisons, et à l'intérieur de ce désaccord général, on a même des désaccords entre nous. Il y a des personnes qui sont contre totalement Google, il y a des personnes qui sont, on va dire, plus modérées, elles n'ont pas tout à fait tort. On peut pas interdire à une entreprise de s'installer, voilà. Sauf si on prouve que cette entreprise fait vraiment des trucs qui dépassent les droits de l'homme, mais voilà, on vit en démocratie, donc si l'entreprise veut ouvrir une boutique, elle a le droit, que ce soit le boulanger du coin ou le Google boutique, oui. Donc voilà, on a travaillé sur nos désaccords sans forcément les allier, mais on a trouvé des points communs, et l'éducation numérique par une entreprise dont le métier est de voler tout, l'argent, les données, l'intimité, voilà, que les élus se mettent dedans, et finalement, il n'y a pas que le langage qui a joué, parce que le langage prépare des choses. J'étais en train de relire Hannah Arendt, on le sait depuis les années 50-60, quoi. Toute cette préparation pour dénier l'action politique, et je crois que le politique, je peux pas dire qu'ils sont idiots, je pense qu'ils en ont conscience. Je suis pas sûr qu'ils mesurent bien les conséquences. C'est ça. Moi, quand je discutais avec Florian Bachelier, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte aussi que d'avoir des partenariats, on parlait des élus, mais il y a la CCI, il y a Pôle emploi. Est-ce que et là, lui n'avait pas saisi. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que certaines personnes vont pouvoir se dire, mais on accueille à bras ouverts Google en disant Google va aider les demandeurs d'emploi sur Internet, Google va aider les étudiants, Google va aider les entreprises à être plus visibles, à faire plus de chiffres, à vendre, etc. Est-ce que c'est pas justement le rôle des partenaires qui soutiennent, de Pôle emploi de Pôle emploi d'un côté, la CCI pour les entreprises, et là il s'est arrêté, il m'a regardé, il fait ah ouais, on n'y avait pas pensé comme ça. Non,
c'est tellement, comme je disais tout à l'heure, à la fois violent et massif, cette configuration de Google sur la planète, et aussi fin et insidieux du côté local, que c'est super complexe de tout aborder. T'as raison de relever que la CCI, c'est loin d'être neutre, notamment la CCI Ille-et-Vilaine et Bretagne. On essaie de travailler sur les statistiques justement dans l'outil de Google. C'est hallucinant, c'est quasiment par jour d'ouverture, en tout cas pour la CCI Ille-et-Vilaine, Rennes, Saint-Malo, voilà. C'est quasiment sur 2 ans ou 2 ans et demi, quasiment un atelier Google SEO, Google AdWords. En gros, c'est une chambre consulaire qui normalement est là pour aider les entrepreneurs locaux, qui fait VRP et qui vend du produit Google à des entrepreneurs locaux qui, eux, peuvent être éloignés du numérique. Quand tu ouvres un service de taxi, quand tu deviens cordonnier, quand tu je sais pas, tu montes ton map, ta scope en légumes, ouais, t'as pas fait des études d'ingé en info. Enfin bon, le problème n'est pas là, mais voilà, ils font quand même le travail de VRP gratuitement, mieux que ça, avec de l'argent public, de l'argent privé aussi, parce que c'est une CCI, mais de l'argent public, pour vendre des produits Google. Et ça, ils le font depuis longtemps pour la CCI. C'est quand même incroyable. Depuis quelque temps, effectivement, on s'est aperçu qu'en France, mais ça, la responsabilité de Pôle emploi, qui est un service public sans être bon, le statut de Pôle emploi aussi est assez étrange. Donc, Pôle emploi suit surtout des directives qui viennent du ministère, donc de l'État. Et oui, Google a bien compris ça. Il avait déjà dealé avec nos ministères et notre État français de pouvoir être à l'intérieur de Pôle emploi. Est-ce que c'est la délégation de service ? Enfin, non, je crois que c'est tout bêtement basique. Google a besoin de s'accaparer et de capter des choses. Google n'aide personne. Son métier, c'est normal, c'est une entreprise, c'est de faire de l'argent. C'est pas l'assistance publique des hôpitaux du numérique, Google. Non, Google, c'est une entreprise qui doit faire de l'argent pour vivre. Comme toute entreprise, elle en fait beaucoup plus que la plupart des entreprises. Elle le fait avec un système qui est plus que dégueulasse, puisque par moment on sait qu'il est illicite, et éthiquement, j'en parle même pas, on pourra peut-être en parler après, mais c'est incroyable. Et oui, il s'insère dans les couches du service public, Pôle emploi. C'est-à-dire le droit, putain, mais c'est écrit noir sur blanc partout, des droits de l'homme et du citoyen, on va dire le droit de l'homme avec un grand H, ou droit de l'humain même, du citoyen, pour inclure les femmes. Dans nos droits français, dans nos droits de travailleurs, l'accès à l'emploi, à l'offre d'emploi, à la mobilité. Non, on a inséré Google là-dedans, dont le métier, c'est pas de nous faciliter la vie, le métier, c'est de capter des choses. Et oui, les politiques, pour beaucoup, n'ont pas pigé ça. C'est un peu une démission face au monopole aussi, en se disant ils ont les outils pour être visibles, nos entrepreneurs tout locaux de toute façon n'ont pas le choix de passer par Google, donc qui mieux que Google pour leur expliquer comment marcher sur Google. Alors, c'est l'argument général qu'ils sortent. Ça veut dire qu'ils acceptent à mot caché de démissionner de leur responsabilité politique, voire même de leur responsabilité morale. Je renvoie à ce que je disais sur Hannah Arendt, qui quand même expliquait que l'utilisation mécanique de mots dévoyés, alors j'ai pas le verbose de Arendt, mais je le traduis avec mes mots, permet de faciliter une acceptation de l'ordre du psychique et du psychologique, qui engendre en fait une action politique qui se vide de son sens, et c'est un consentement contraint, pour faire le bon jusqu'à Chomsky. Et sa réflexion pousse loin, parce qu'au final on te fait croire que tu agis pour pas forcément le bien commun, enfin pour le bien du plus grand nombre, mais comme elle expliquait, c'est comme quand un dictateur russe finit par te faire croire que faire un faux témoignage, c'est bon pour les personnes qui t'entourent, pour les dénoncer. Et on en arrive là, en fait. On a des politiques qui... alors le truc digital à la place de numérique, c'est le truc qui fait rire tout le monde depuis des années, mais c'est que le côté rigolo de cette mécanique-là de langage qui crée un compromis, une dette intellectuelle, voilà. Donc le politique démissionne lui-même, mais en faisant le VRP de Google et en faisant accepter ce truc-là, il pousse beaucoup plus loin sa démission de responsabilité politique. Et donc effectivement, ils te disent qu'ils ne savent pas. Je ne peux pas les prendre pour des idiots, les politiques. Ce sont des personnes, je pense, intellectuellement armées et pas si bêtes que ça. Les vraies questions qu'il faut leur poser, c'est quels intérêts ils ont à ça. Est-ce qu'ils sont plus capables d'assumer une action politique publique ? Et dans ces cas-là, une démission symbolique, ils refilent ça à Google, et ça pose des problèmes graves, je pense qu'ils sont capables de les comprendre, ou alors, et là c'est plus vicieux, mais je ne veux pas rentrer dans du complotisme à la con, ils y ont des intérêts personnels ou politiques à servir les intérêts de Google.
Mais dans les deux cas, ça sert ni le bien commun, ni la population, ni le problème de fracture sociale ou d'inclusion numérique ou d'éducation numérique. C'est même tout l'inverse. Tu parlais de digital, je reviens à une anecdote que tu m'avais racontée, peut-être qu'on peut la raconter sur ce qu'on apprend aux ateliers numériques de Google, censé former au numérique les citoyens rennais pour l'instant, on va voir après plus largement. Il y a un exercice très simple à faire, c'est de faire l'idiote ou l'idiot du village, c'est de se pointer avec son ordinateur dans lequel on a mis une panne volontaire, enfin pas forcément une vraie panne, mais bon, c'est facile de dire un ordinateur démarre pas comme d'habitude. Et donc d'arriver à l'entrée de cette boutique Google, puis de dire vous pouvez m'aider parce que mon ordinateur ne démarre pas comme je veux. On va pas utiliser les termes compliqués, il faut pas les brusquer, quoi. On va pas dire mon ordinateur ne boot pas, peut-être que c'est le BIOS, vous connaissez UEFI. Et la personne, pour l'avoir fait, pour avoir d'autres personnes qui l'ont fait, la personne à l'accueil avec l'atelier, le t-shirt atelier numérique Google, répond ah non, surtout pas ici. Nous on fait du digital, monsieur, on fait pas du numérique. Donc c'est à la fois fin de l'histoire, je sais pas si elle est très drôle ou pas, mais elle est super révélatrice de cet usage du langage, de ce qu'ils font réellement. C'est même pas une boutique en fait de formation numérique. Alors qui fasse pas de la maintenance d'appareils, ok, mais enfin, c'est extraordinairement stupide. Et puis alors, ce qui est marrant, c'est que ça révèle aussi ce qu'on avait regardé dans ce temps de latence pour revenir à ta question de tout à l'heure, entre fin janvier, début février et quand ils ont ouvert, c'est les offres d'emploi, parce que c'était l'un des arguments. 100 000 personnes à former, c'était l'un des arguments bien marketés, puis Google va créer de l'emploi sur le territoire. Ok. Toutes les offres d'emploi qu'ils ont diffusées, c'était pas vraiment de l'emploi, puisqu'ils n'embauchaient... alors les profils, c'était coach en marketing, sur tous les profils, avec forte sensibilité, formation, marketing digital, il n'y avait rien de numérique ou d'informatique là-dedans, ni de sociaux, dont on a tellement besoin dans le numérique, ni de philosophie, rien, donc c'est du coach en marketing, et qu'il prenait au statut auto-entrepreneur. Donc en gros, c'est comme Uber et compagnie, ça ne crée pas de l'emploi, quoi. Ouais. Ça, je peux t'en parler parce qu'il se trouve que pour vous tâter un peu le terrain, j'étais allé voir et j'avais fait quelques entretiens pour voir un peu de quoi y retourner. Et parce qu'ils te marketaient bien le truc, tu sais, c'était animer, donner de la visibilité aux startups locales, faire des partenariats avec les entrepreneurs locaux, tous les organismes publics, etc. Bon, c'était bien vendu, hein, c'était intéressant. Et en fait, c'est ce que tu disais, ils cherchaient des gens spécialistes en marketing digital et voilà, c'est tout. Alors je sais pas s'il faut blâmer ces personnes parce que moi j'ai pas assez discuté avec elles. Je pense que quand t'es auto-entrepreneur, t'as besoin de bouffer et puis dans ce domaine-là, ça doit pas être. Alors moi, ceux que j'avais vu, je crois que c'était des vrais contrats par contre. Ouais. Donc ouais. Pour l'instant, de ce qu'ils ont affiché, j'ai beau essayer de creuser, mais il ouais. y a 2 personnes salariées dans cette boutique et 7 personnes sous. D'accord, ok. Bon. Après, à voir avec un tribunal administratif ou des personnes compétentes là-dessus pour voir si on requalifie le truc en salariat déguisé. Mais je vais pas blâmer la personne avec le t-shirt on n'a pas piégé parce que c'était pas une caméra cachée ou un micro caché. C'est juste qu'on voulait savoir qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chercheur en éducation populaire, qu'on soit chercheur à l'université, on va tâter le terrain, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. C'est la démarche qu'on a faite en disant notre appareil là il bug, aidez-nous. On a aussi été quelques-uns et quelques-unes à se rendre dans différentes formations qu'ils proposaient. Waouh. faut... Ouais, en fait, c'est pas vraiment des formations, c'est proposé par des partenaires qui sont, alors moi pour en connaître quelques-uns, je sais pas si c'est le cas de tous, mais en tout cas, ceux que je connais, en fait, c'est de l'échange de visibilité, c'est des petits entrepreneurs locaux qui viennent faire une conférence sur leur cœur de métier, mais en gros, ils viennent se faire de la pub, mais c'est à moitié de la pub, à moitié de la formation, et c'est gratos. Enfin, Google ne paye pas les intervenants. Enfin, en tout cas, ceux que je connais ne payent pas les intervenants puisque c'est de la visibilité en fait d'aller faire sa conférence à l'atelier numérique. J'espère quand ils payent leur loyer ou leur course alimentaire, ils payent en visibilité aussi. Je ne sais pas si le gouvernement Macron et Mounir Majoubi ont prévu le chèque visibilité après le chèque accessibilité. Ah, c'est pas mal. Faudrait leur soumettre. Ouais. Mais je pense qu'ils ont déjà eu l'idée. Hein. Surtout pour Google. Ouais. Alors il y a des nouveaux ateliers qui vont ouvrir là sous peu. C'est un travail que vous avez commencé aussi, de regarder un petit peu les endroits. Avec au départ, vous aviez peut-être l'idée que c'était des territoires plutôt République en marche.
Apparemment, en étudiant d'un peu plus près, alors on va parler du cas de Montpellier qui est assez intéressant, mais sinon donc c'est Montpellier, Nancy et Saint-Étienne les 3 prochains. C'est plus compliqué que ça finalement. Ouais. C'est même encore plus balèze. Je vais revenir à ce que tu disais sur les ateliers, et il y a quelques entrepreneurs locaux qui y vont gratuitement. Parce que c'est révélateur du système, de la stratégie d'implantation sur un territoire qui est en général métropolitain. En termes de classification. Donc Google choisit Rennes comme première ville pionnière et machin. Donc les arguments que j'ai dit, 100 000 emplois, 100 000 formations, créer de l'emploi, et puis Rennes pionnière des télécoms. Ils nous ont tartiné ça avec du miel qui était en fait juste de l'eau et du sucre bien frelaté. Et puis très vite on a été quelques-unes à mettre en place, à pas être d'accord, à mettre en place le wiki, parce que face à une surveillance généralisée, puis une espèce de marketing de la psyché, des esprits, on trouvait que la documentation en termes encyclopédiques, même si elle peut prendre plusieurs formes, c'était sympa. Puis avec des outils libres et open source, de la donnée accessible, de la contribution vraiment citoyenne. Et bon. Donc on a mis ça en place et on s'est mis à surveiller plusieurs pans, voilà. Et notamment les ateliers. Les formations qu'ils proposent à l'intérieur. Donc oui, il y a des entrepreneurs, mais il y a aussi des associations. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des associations qui ont touché des chèques plus que conséquents de Google il y a 2 ans ou 3 ans, qui sont plutôt des associations, des Dupop, ou tu vois, Google avait bien préparé le terrain à acheter sa sympathie, et puis c'est très dur derrière d'ouvrir ta gueule, il faut dire ce qui est, ou de râler, ou de prouver qu'il y a des choses dangereuses, voire dégueulasses, qui se font sur ce que t'aimes bien, la ville où t'aimes bien vivre, avec les gens avec qui t'aimes bien vivre. C'est compliqué quand t'as touché un gros chèque, quand t'es une asso, une scope, ou un entrepreneur qui a sa visibilité qui en dépend. Mais il y a tout type de structure. Le tableau des partenaires à l'entrée chez Google, d'ailleurs je pense qu'ils font un peu de forcing à Rennes, ils affichent comme partenaires, on s'est rendu compte au départ, on a continué à faire toute la liste, mais des organisations qui n'avaient pas signé réellement de partenariat. C'est juste qu'une fois, quelqu'un de l'organisation était venu faire participer à un des ateliers Google. C'est le cas des universités, par exemple. Il y en a d'autres, c'est contractualisé. Effectivement, ces partenaires, ça c'est contractualisé, tu retrouves Pôle emploi, tu retrouves 2 ou 3 grandes banques françaises, mais c'est l'échelle régionale qui a signé. Tu retrouves la CCI, la Chambre des métiers, l'artisanat et des métiers. Enfin, c'est assez hallucinant, leur partenariat. Et donc, il y a ça. Mais quand on avait un peu espionné dedans, le jour de l'inauguration, par exemple, on avait topé des conversations, et on avait compris aussi en avant, parce qu'on a essayé de rencontrer des personnes. Pour Google, en fait, Rennes était un symbole fort. On sait très bien que Rennes, c'est une ville militante, et notamment le campus Rennes 2, mais les lycéens aussi, Rennes 1 aussi. Rennes peut très vite, entre guillemets, mettre des bâtons dans des roues. Et Google avait l'expérience, et a toujours l'expérience de ça, du quartier Kreuzberg à Berlin. Sauf que c'était un campus qui voulait ouvrir, c'est plus gros, mais donc ils se méfiaient un peu. Et ils savaient très bien, ils l'ont dit, des mots de l'ancien du Carrefour numérique, qui aujourd'hui a un rôle soi-disant éthique à Google, et du président de Google France, que c'était un gros test de passer à Rennes, et qu'en gros, si ça passait à Rennes, s'il n'y a pas trop de rébellion, pas de grève, de manif, et pas de vitrine cassée, c'était open bar après en France. Et Rennes est principalement une ville de gauche. En tout cas, la mairie et la métropole sont à gauche. Le département, qui a son siège à Rennes, même s'il est plus grand, plutôt gauche aussi, même si, bon, encore ça peut se discuter sur la répartition. Donc voilà, attention avant de dire République en marche. Par contre, la réalité qu'on a observée, ça va faire 7 mois maintenant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de députés qui viennent ici. Alors que c'est même pas forcément la circonscription, il y en a qui viennent de loin, on a une liste et tout, il y en a qui viennent plusieurs fois par mois, qui font de la pub réellement sur les réseaux sociaux par Google, c'est des mini-reportages qu'ils font, enfin on dirait des blogueurs YouTube ou des personnes sur Instagram. Puis ils invitent d'autres députés, d'autres circonscriptions, et là c'est plutôt la République en marche à Rennes. Donc effectivement, quand on savait que Google allait dans d'autres villes, on a commencé à regarder quelles étaient les villes potentielles. Alors, on n'était pas dans la confidence, mais puis on se doutait un peu. Et puis ils ont annoncé, donc là au mois de décembre, début de l'hiver, de nouvelles villes, donc Nancy, Montpellier et Saint-Étienne. Et donc on a regardé quel était le profil des élus en mairie, en métropole, dans les conseils généraux, quels étaient les premiers à déclarer on est trop content que Google arrive, avec toujours. Mais les éléments de langage étaient les mêmes qu'il y a 1 an à Rennes.
Quasiment mot pour mot, 100 000, machin, digital, marketing, atelier. Et oui, on est principalement sur des élus de droite. Alors, La République En Marche est toujours difficile à classer, mais en général, avant d'adhérer à La République En Marche, ils étaient plutôt de droite. Et sinon, c'est les Républicains. Ouais, tu parles d'éléments de langage. Moi, j'ai noté le maire et président de la métropole à Montpellier dans un communiqué de presse. L'arrivée de Google à Montpellier nous permet de devenir partenaire d'un projet qui représente un véritable levier d'insertion, de développement économique ou même de développement personnel, puisqu'il permettra à des milliers de Montpelliérains d'utiliser le numérique pour se former gratuitement et à tous les niveaux. Ouais, ça rejoint exactement ce que tu disais. Il faut féliciter le service com de chez Google, qui a une capacité à influencer les services com, donc les spin doctors des politiques, de celui du président de la République en passant par le secrétaire d'État au numérique jusque, et tu viens de le citer, au maire de métropole. Montpellier et Rennes sont de taille pas tout à fait comparables, mais il n'y a pas trop de différence. Mais ça, voilà, c'est pas le petit village du coin, donc ils arrivent quand même à refourguer le même discours avec les mêmes éléments de langage qui sont répétés, martelés. De manière incroyable. Il n'y a même pas de différence. Et c'est tellement gros qu'il n'y a même pas besoin d'enquêter. Il suffit de prendre les déclarations, de les coller les unes à côté des autres, ce sont les mêmes. Et jusqu'au patron de Google France qui, en début d'année, a squatté le compte Twitter de l'Élysée. Ça, c'était pas mal aussi. On parle pas beaucoup en fait des misères que Google fait sur les personnes déjà, puis ensuite dans les villes. Je pense que le véritable sujet est là, parce qu'à un moment, quand on veut convaincre des élus ou qu'on veut dire aux élus le prochain mandat ce sera pas vous parce que vous avez participé à nous faire du mal, il va falloir leur faire comprendre. Mais ça vaudrait une émission à part entière. Pour en avoir fait une conf dessus à Passage en Scène, je sais ce que ça coûte. Il y a réellement du danger à le faire. Enfin bon. Ouais, donc Google nous fait des misères, et puis il fait des misères aussi aux entreprises. Augmente ses prix, mais c'est normal, putain, c'est une boîte qui est là, c'est comme le dealer, la première dose est gratuite, la deuxième est un peu moins gratuite, puis quand vous êtes bien tous accros, donc mettre les prix de Maps, de Google AdWords, d'autres, et puis tout le monde pleure en disant ah oui mais on sait pas faire autre chose, voilà. Mais bon, Google a besoin de gagner du terrain, et puis on a quand même un truc qui s'appelle la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté, avec des lois qui viennent de 1978, donc qui sont pas nouvelles, enfin, on a quand même des belles choses, même si c'est loin d'être parfait. Et donc il y a une semaine, après un gros dossier, dont notamment la Quadrature du Net, qui est une asso française, qui ne vit quasiment que de dons, même que de dons si je dis pas de bêtises, avait lancé un dossier, enfin une procédure juridique, à la fois en France, mais aussi remontée jusqu'à la Cour européenne, contre Google notamment, mais d'autres entreprises. Bref, la procédure se fait, Google est reconnu coupable. Cette fois, c'est plus l'optimisation fiscale, c'est plus position dominante sur le marché, est reconnu de nous espionner, de nous piquer nos données. 50 millions d'euros. C'est une première en France, et il n'y a jamais eu plus cher. Google a eu d'autres amendes pour d'autres raisons dans le monde beaucoup plus chères. Ils nous doivent encore depuis 1 an et demi 4 milliards 2 ou 4 milliards 1 en Europe, 2 milliards et quelques il y a 2 ans, enfin, ils n'ont toujours pas payé. Et là, ils prennent 50 millions, ils sont condamnés pour faire du mal à nos intimités, à voler nos vies privées. Le lendemain, si je dis pas de bêtises... Non, le jour même à 17h. L'annonce tombe genre à 14h, le jour même à 17h, sur le fil Twitter officiel de l'Élysée, c'est-à-dire de la maison le service qui gère la présidence française, quoi. Une pub pour Google en France. Rien que d'en reparler, j'en ai les bras qui m'en tombent. Je vois pas à quel point... On peut pas dire que les personnes de l'Élysée, quel que soit le gouvernement qui est, quels que soient les services qui y travaillent, qui des fois restent selon les gouvernements, quel que soit leur bord politique, on peut ne pas les aimer, on peut pas les traiter de personnes complètement idiotes et de services idiots. Google, on peut ne pas les aimer du tout, c'est loin d'être une entreprise idiote. Je pense que des fois, elle va même trop loin dans son humour. On paye pas d'impôts, mais on s'installe rue de la Monnaie à Rennes. On vous espionne partout sur la planète, et puis quand on se fait virer d'un quartier à Kreuzberg en Allemagne, on va certainement squatter les locaux de la Stasi, l'ancienne police est-allemande. Enfin, voilà. Et donc là, ils utilisent le compte de l'Élysée le jour où ils prennent une amende record pour infraction aux lois informatiques et liberté pour faire leur pub avec le soutien de l'Élysée. Est-ce que c'est le patron qui a eu les clés du... Enfin, c'est hallucinant. C'est un mépris de tout. C'est un mépris des règles, c'est un mépris de l'humain, c'est un mépris de l'éthique. Et on parle de Google, mais évidemment, ça s'arrête pas à Google. Je voulais finir là-dessus parce que, bon... Il n'y a pas que Google dans la vie. Il n'y a pas que Google. Quand on voit Emmanuel Macron, il y a quelques mois, qui voulait
qui voulait l'aide de Zuckerberg et de Facebook pour contrôler les fake news. Quand on voit Facebook qui finance de plus en plus de thèses aussi à l'université, des recherches dans l'intelligence artificielle, mais Amazon aussi, IBM Google aussi investit largement. Amazon, enfin tout le monde. Ça c'est pareil, il nous faudrait un épisode, et puis il y aura un épisode un peu plus tard pour parler de souveraineté numérique et de tous ces sujets-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On parle souvent, que ce soit sur ces questions-là ou sur l'écologie ou autre, de solutions personnelles. À mon avis, c'est souvent plutôt des problèmes de système que de solutions personnelles, mais là il y a quand même des choses qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là ? Alors oui, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on doit faire individuellement. Aiguiser sa curiosité, son esprit critique, mais ça paraît si simple à dire et tellement compliqué à faire, encore plus aujourd'hui dans ce système technicien. C'est Ellul, je crois, qui passe là-dessus. Et ce système d'information à la fois généralisé, rapide, mais hyper individualisé. Mais bon, voilà, faut aller creuser. Faut vraiment, là, on est de l'ordre de la survie, mais il faut avoir conscience qu'on ne le fait pas que pour soi. Comme je disais au tout début, les données personnelles et l'intimité, c'est bien gentil, mais si ça a autant de valeur, c'est parce que ça nous appartient à nous, mais au reste de notre humanité proche, des personnes qu'on aime, des personnes qui sont dans notre famille, et faire juste cette activité-là de déguiser son esprit critique, c'est aussi se protéger soi, mais protéger les personnes qui nous sont chères. Effectivement, faire ça tout seul, ça résoudra pas le problème. Parce que on vit pas dans des îles isolées, et quand bien même on vivrait sur des îles isolées, ça ne fonctionne pas comme ça. On est tous interdépendants les uns des autres. C'est le principe d'un système. et donc oui, c'est politique. Faire du logiciel libre, faire de la donnée libre, mais si on fait de la donnée libre, c'est pour protéger la donnée, l'intimité des personnes, c'est politique. Framasoft en France fait un travail extraordinaire là-dessus, et notamment pourquoi c'est politique et pourquoi c'est compliqué. Et on le voit, comme tu le disais très bien, on a des élus à l'échelle, au niveau de la nation, au niveau du président de la République, au niveau des secrétaires d'État, au niveau des ministres qui nous sortent des trucs. Enfin, c'est 10 par jour, c'est impossible à suivre ou à combattre. Donc c'est un système politique qu'il faut repenser. Ça passe par le langage. Il y a quelque temps, aux ex-assises de la médiation numérique, renommées pour le coup, tu vois, beaucoup de pinceaux de langage numérique en commun. J'avais croisé, enfin physiquement, parce qu'Internet me permet de beaucoup le croiser, de beaucoup le lire, Alain Giffard, qui est une personne assez extraordinaire qui fait des travaux là-dessus depuis des années, qui travaille aussi sur les pop numériques, mais qui au niveau universitaire est respecté, parlait de cette dette du langage qui est faite, et prenait l'exemple de ce numérique en commun, des personnes de la médiation numérique qui sont en première ligne sur ces problématiques-là, qui au passage est l'un des métiers rendus les plus pauvres en France, voilà. Et le secrétaire d'État ne voulait pas parler des médiateurs et des médiatrices numériques, il ne voulait parler que de médiation numérique. Donc tu vois, il y a tout un jeu de langage comme ça. Et puis il y en avait plein d'autres, le digital, le numérique. Et Giffard avait très bien analysé ça. Et on revient à Arendt. On peut pas dire qu'il y a une surprise. Arendt, Jürgen Habermas, c'est les années 60, l'idéologie, la science et la technique comme idéologie. C'est pas les seuls, il y en a eu plein d'autres, Ellul. Donc c'est pas nouveau ce qui nous arrive. On peut pas être surpris, en tout cas pour des intellectuels, des universitaires et des politiques qui sont en contact d'eux, voire le sont. Donc ils le font pas, je pense, c'est pas complètement inconscient ou par faute de pas savoir. Mais ils utilisent un langage qui nous bourre le mou, qui nous bourre le cerveau. En gros, c'est du marketing, c'est du coaching, c'est du management. Ça convient très bien à la Startup Nation, à beaucoup d'élus ou de responsables politiques, mais aussi de responsables de chambres consulaires, qui sont aussi en responsabilité là-dessus, qui nous vendent un discours c'est même pas qu'ils nous lavent le cerveau, ils nous rendent pas complètement bêtes, mais ils nous préparent à ce qui arrive, à se faire complètement dévorer, à tous les niveaux, du niveau universitaire. On a cité les villes, voilà, mais il y en a une qui est pas citée dans leur truc, mais la réalité c'est qu'ils s'y implantent. C'est à Nantes, université. Et le double discours est magnifique. Alors pour l'arnaque, Google signe avec la fondation de l'université de Nantes. Le vice-président, mais je crois qu'il est encore monté en grade. Enfin, en tout cas, à l'époque où c'est signé, le vice-président de la fondation de l'université de Nantes est aussi président de l'université.
Et donc, le mois A, le Fondation Université signe un partenariat avec Google pour faire des formations, c'est-à-dire les coachs Google en marketing vont remplacer des profs, des intervenants, des universitaires, vont venir raconter des conneries à des universitaires, mais quand ils vont avoir des diplômes, ils vont jamais être embauchés s'ils sont pas formés. Et intellectuellement, c'est dramatique. Ça pose des problèmes de privatisation du service universitaire, de remplacement d'intellectualité. Je pense que tu imagines bien tous les problèmes que ça pose. Il faudrait 1 heure pour en parler. Et puis le mois A+1, l'université, pas la fondation, l'université de Nantes, fait tout un plan marketing en disant on quitte le moteur de recherche Google parce qu'on fait du Made in France qui respecte la vie privée, on va chez Quant. Mais c'est incroyable en termes de stratégie et de marketing, c'est poudre de perlimpinpin et compagnie. Et c'est tout le temps comme ça. Donc en fait, Google s'implante aussi à Nantes, en plus des ateliers dans les autres villes. Est-ce que c'est plus grave un atelier bourgeois dans le côté cosy du centre-ville X, Y ou Z, ou de s'implanter à l'université? Je crois qu'il ne faut même pas chercher lequel est plus grave, c'est pareil. C'est juste révélateur d'un envahissement de la pensée, mais ça faisait longtemps, mais là c'est vraiment affiché. C'est d'assumer complètement qu'on vous espionne de A à Z, et finalement on installe des petites bases d'espionnage à l'intérieur de vos villes, de vos villages, de vos universités. Et est-ce que le discours critique arrive à prendre auprès du grand public? Comment tu l'as senti toi depuis l'ouverture des ateliers avec tout le travail de fond que vous faites? Pour qu'ils prennent, il faut qu'on arrive, et moi le premier, à se détacher de nos travers militants. Quand on parle dans ce discours critique, on essaie d'amener de la rationalisation et de la radicalité, ce qui ne veut pas dire qu'on est... même aujourd'hui, le radicalisme et tout ça, tout le monde est suspecté de radicalisme, tu mets un gilet jaune, qu'on les aime, qu'on les aime pas, ils sont radicaux, il faut les emprisonner, il faut les surveiller. Tu dis que Google c'est mal, il faut te surveiller, il faut te mettre des bâtons dans les roues. C'est une société complètement de l'aberration, dans laquelle à la fois on accepte un langage, comme j'essaie d'expliquer, qui veut plus rien dire et qui crée de l'endettement et de la compromission intellectuelle, mais de l'endettement moral et éthique. Et de l'autre côté, dès que tu essaies d'avoir une approche un peu radicale ou critique, tu deviens dangereux. Bon. Mais effectivement, dans ces mécanismes-là, on embarque de l'émotion et de l'émotionnalité. J'ai souvent dit depuis 1 an maintenant qu'au départ, on a réagi de manière épidermique à Google. On faisait des trucs depuis des années à Rennes, mais on aurait dû sortir du bois avant. On porte notre part de responsabilité aussi que Google ait choisi et réussi à s'installer. On aurait dû être plus radicaux, plus critiques avant. On était des gentils gnus, trop dociles, et des pingouins du libre, des tucs, voilà. Bon. Comment tu le vis au quotidien? Comment tu le rapportes? Je vais pas faire toute une conférence gesticulée dessus, mais comme il y a le Festival des libertés numériques, et c'est une chouette chose qu'on est à Rennes, qui nous permet de faire pas mal de trucs depuis 2 ans maintenant. Pour faire une conférence gesticulée, il faut prendre ce qu'on appelle les savoirs chauds, c'est-à-dire ce que tu as vécu dans ta vie perso. C'est pas facile à faire, en tout cas pour moi. Mais je l'ai pris, donc je vais le faire là à la radio, en podcast en avant-première. J'ai pris un exemple des rapports et des discussions avec mon père. Je pense qu'on a des rapports et des discussions qui sont chouettes, qui peuvent aller dans tous les sens. Mais sur le côté vie privée, informatique, mon père typiquement sortait « j'ai rien à cacher ». Ça me mettait en boule. Et puis là, tu peux mettre de côté la capacité à intellectualiser, à réfléchir, à rationaliser. Enfin, t'es purement dans l'affect, quoi. Donc, moi, j'ai des élèves ingénieurs ingénieurs en informatique qui m'ont sorti il y a quelques mois. C'est incroyable. Quand j'interviens en école sup, tu vois, j'arrive, je me prépare. Je fais du yoga avant, puis je prépare mon cours pour pouvoir répondre à ça. Mais quand ça touche à ma famille, j'arrive plus à réfléchir. Par contre, avec le temps, ça m'a amené à dire, mais attends, on peut pas sauter à la gorge, comme je disais tout à l'heure. Protéger sa vie privée, son intimité, c'est aussi vouloir du bien et protéger les personnes autour de nous. Donc on va pas leur sauter à la gorge toutes les 30 secondes. Donc j'étais assez à l'aise moi d'aller dans les arrêts de bus et j'adore ça, comme j'expliquais, faire des ateliers improvisés ou des petits tips de 5-10 minutes avec des inconnus, ou dans des cafés, ou aller chercher des élèves ingé d'une école vraiment tech, puis ingé marketing, et dire vous venez tous les 3 à 4 ensemble, puis d'autres de l'université, et en fait on fait un groupe mixte ou transécole, appelle ça comme tu veux, je les fous dans un café et on fait une journée complète dédiée au numérique, où voilà, on fait comme si c'était un hackerspace et on fait plein de trucs chouettes et ils en découvrent. Mais avec la famille ou les proches, c'est plus compliqué. Mais c'est révélateur, peut-être, des démarches qu'on doit avoir. On vit une période elle prend pas doucement le chemin, on est complètement en train de glisser, on a déjà mis les pieds dedans dans une forme de totalitarisme politique, intellectuel et technologique. Va falloir
qu'on mette nos égos ou nos émotions de côté, enfin pas complètement, parce que ce qui fait de nous des êtres humains et pas des machines, mais trouver de nouvelles manières d'aborder nos proches directs pour les protéger, parce que même si on n'aime pas nos proches, déjà protège-toi toi-même, et si tu t'aimes pas toi, protège tes proches, tes amis, ta famille, et là il faut trouver des nouvelles manières de dire et de faire. Et souvent c'est par une prise de conscience, quoi. Il n'y a pas tout de suite alors il n'y a pas de modèle parfait, il y a des personnes à qui tu vas dire on va t'installer tel truc sur ton ordinateur ou ton smartphone, on va faire autrement, ok, ou de faire regarder une conférence ou un film comme Nothing to Hide qui fait vite prendre conscience, ou la conférence à Sudweb du mec qui travaille sur le système d'opération ILO pour smartphone, qui explique très bien mais vous allez tous flipper si la Poste et si des marketeurs ouvrez votre courrier et mettez les petits messages dedans. C'est ce qui se passe dans vos smartphones et vos mails, et pas que le mail, le SMS, tout, le MMS, Facebook, Messenger, et on peut pas dire j'ai rien à cacher. Déjà, si tu le dis que tu le penses, c'est que ce fameux discours du marketing qui t'a répété des trucs, ça y est, il a marché. Et finalement, depuis 1950-60, on n'a toujours pas intégré Hannah Arendt dans l'éducation populaire, ce qui est dramatique. Ou en tout cas, ça fait flipper, on a raté une marche. Et si tu le penses vraiment, au moins, essaie de virer cette pensée pour protéger les gens qui sont proches. Comment t'en as parlé à ton père alors ? On en parle toujours. J'ai appris à être moins sur l'émotion, moins épidermique. Aussi pour être plus pédagogique, pour lui expliquer les choses. Mon père est entrepreneur depuis de longues années. Donc il y a plusieurs manières de lui aborder. Il y a des choses de famille, personnelles qu'il veut cacher, mais il y a des choses de l'entreprise. Alors c'est pas mon père qui défiscalise 20 milliards comme Google, je sais pas où, hein. Ça va. Là-dessus, il est plutôt l'entrepreneur dont on n'entend jamais parler, qui défiscalise pas, qu'en a chier, qui continue à se battre. Voilà, mais je parle pas tout de suite de menaces numériques ou de modèles de menaces, mais il comprend qu'il n'ait pas envie que, typiquement, on lui ait accès à des comptes bancaires ou aussi des sécurités de ses clients. Il travaille avec des collectivités publiques, il est urbaniste, travaille sur l'aménagement du territoire. Il y a des choses un peu sensibles qui transitent entre serveurs et tout ça. Donc ça, il comprend. Surtout que moi, j'ai trouvé un ordinateur très jeune dans mes mains parce que mon père s'intéressait à ça. Ça fait des années qu'il y avait un serveur, un NAS, un répétiteur. Il y avait tout ce qu'il fallait dans la maison, tu vois. Donc j'étais plus étonné qu'il n'ait pas franchi le pas de faisons attention à notre hygiène numérique. Et voilà. Mais ouais, c'est une discussion du coin de table ou au café, quand on mange ensemble, quand on discute, d'aussi dire ça touche directement dans leur quotidien, dans leur intimité la plus profonde. Parce que maintenant, il sait que je travaille sur des trucs un peu avec de l'ADN et des empreintes digitales et la reconnaissance morphologique. Donc tu vois, il commence à comprendre que sur un serveur, il n'y a pas que ton adresse mail, le montant de ton compte bancaire et le mot de passe du truc où tu t'es inscrit. Il y a des choses quand même beaucoup plus intimes et beaucoup plus graves. Mais ça aide après à en discuter à d'autres. Par contre, bizarrement, d'un autre côté, ça me rend plus sévère sur le jugement des personnes dont on parlait tout à l'heure qui sont en responsabilité économique ou politique. J'arrive plus à faire des choses ouvertes et détendues avec les personnes qui me sont proches, mais du coup j'en suis d'autant plus sévère avec les autres parce que je me rends compte à quel point ce qu'ils font, avant j'appelais ça de la pollution, non, ils participent à un endoctrinement et comme je disais, je pense pas que ce soit des personnes idiotes, donc je pense qu'elles le font avec une certaine conscience du truc auquel elles participent. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.